Aujourd'hui, nous allons examiner une affaire des années 1920, alors installez-vous pendant que nous partons aux États-Unis. Beulah Hannan, shérif, né le 18 novembre 1899 à Owensboro, Kentucky, est la fille de John et Mary Sheriff. Au tournant du XXe siècle, Owensboro était une petite ville située dans la vallée de l'Ohio. Économie axée sur le tabac, les distilleries de whisky, la fabrication de bois, de tonneaux et l'industrie légère. Les opportunités étaient rares, surtout pour les jeunes femmes issues de familles ouvrières. Beulah a fréquenté l'école locale, mais restait agitée. On la disait vive et attentive à son environnement. En grandissant, elle est devenue ambitieuse, consciente de ce qui existait hors d'Owensboro et voulant fuir les limites de son éducation. À l'âge de 15 ans, elle était encore écolière, et bien qu'elle fût encore très jeune, elle était consciente d'attirer l'attention des jeunes hommes. Adolescente, elle a épousé M. Perry Stevens, opérateur de linotype, mais ce mariage fut précipité et mal réfléchi. Moins d'un an après la naissance de leur fils, Perry accusa sa femme d'infidélité, demanda le divorce et obtint la garde de l'enfant. Cependant, Beulah ne resta pas seule très longtemps. En 1920, elle se remaria, cette fois avec un jeune mécanicien de garage nommé Albert Hannan. Et après une courte période à Louisville, ils déménagèrent à Chicago. À Chicago, Albert travaillait comme mécanicien automobile, tandis que Beulah trouva un emploi comme comptable à la blanchisserie modèle des locataires. Albert faisait confiance à sa femme et savait que beaucoup de femmes mariées travaillaient, socialisaient et étaient heureuses, sans incident. Pour Beulah, Chicago permettait de dépasser les limites de ce qu'elle avait déjà accompli. C'est son travail. Elle ne passait pas inaperçue. Hommes du lieu et visiteurs la complimentaient, ce que Beulah semblait apprécier. Il y avait aussi Monsieur Harry Kolstad, 29 ans charmant et sûr de lui. Il accordait une attention particulière à Beulah, et bientôt, tous deux commencèrent à sortir ensemble. Tandis qu'Albert Hannan menait une vie de mari travailleur et confiant, Beulah et Harry buvaient, dansaient ensemble et entamaient une liaison. Bientôt, Beulah accueillait son amant chez elle à chaque jour de congé durant l'absence de son mari. Avec le temps, la relation changea. Beulah voulait voir Harry souvent, mais il devint plus distant et moins attentionné. Elle sentait la tension monter et redoutait toujours plus de le perdre. Le 3 avril 1924, Harry vint à l'appartement. Ils commencèrent à boire, et alors que la peur et l'abandon heurtèrent sa fierté, une dispute éclata rapidement. Beulah rappela à Harry la confiance qu'elle avait placée en lui, mais il ne fit que rire. Finalement, elle explosa, le traitant de simple trafiquant de drogue et de repris de justice. Allusion cruelle à une peine de prison purgée pour des problèmes avec une autre femme. 2 heures plus tard, elle appela son mari et lui demanda de revenir vite à leur appartement au 17 East 46e rue Il Obéit et la trouva en crise d'hystérie. En regardant dans la chambre, il vit le corps d'un homme affaissé contre le mur. L'homme portait une chemise et était manifestement mort. Albert remarqua que le haut de Beulah était taché de sang. Il prit le téléphone pour appeler la police, mais sa femme se jeta sur lui en le suppliant d'arrêter. Albert passa l'appel, pris par le sergent O'Grady. Il expliqua à l'officier qu'en rentrant chez lui, il avait trouvé un homme attaquant sa femme et lui avait tiré dessus. Alors qu'il parlait, Beulah l'interrompit en criant « Je viens de tuer un homme !» L'officier demanda leur adresse et la police arriva quelques minutes plus tard. Ils parlèrent à Albert, qui tenta d'assumer la responsabilité de la fusillade. Il affirma qu'un homme était entré chez eux, avait tenté d'agresser sa femme et qu'il l'avait défendue. Mais une fois de plus, Beulah le contredit immédiatement, précisant clairement que c'était elle qui avait commis le crime. Albert demanda à la police d'ignorer sa femme, mais les agents doutèrent de sa version. La chronologie ne tenait pas, et, contrairement à sa femme, Albert n'avait aucune trace de sang. Les circonstances dans l'appartement, combinées au récit confus et changeant de Beulah, ne firent qu'accentuer les doutes. Albert Hannan et sa femme furent alors emmenés au poste de police de Hyde Park pour un interrogatoire supplémentaire. Au poste de police, Beulah avoua en pleurs avoir tué M. Kolstad pour défendre son honneur. Elle expliqua au policier qu'il était venu chez elle l'après-midi et s'était installé comme chez lui. Elle déclara que, bien qu'elle le connaissait à peine,
Il avait tenté de lui faire des avances et qu'elle l'avait prévenu qu'elle tirerait s'il insistait. Elle affirma qu'il n'en tint pas compte et, craignant pour sa sécurité, elle lui tira dessus. La police n'était pas totalement convaincue, mais pendant des heures, lors de l'interrogatoire, les réponses de Béoula restèrent les mêmes. Peu après minuit, le capitaine Édouard Monin la ramena à l'appartement où elle fut de nouveau interrogée. On l'interrogea sur le sang sur le disque du phonographe, les verres et bouteilles vides, et la raison pour laquelle M. Colstade avait été abattu dans le dos. Émue, Béoula avoua n'avoir pas dit la vérité. Elle déclara avoir eu une relation de 2 mois avec Harry Colstade. Ce matin-là, peu après le départ de son mari au travail, il l'a appelée pour demander s'il pouvait venir chez elle. Elle lui avait dit qu'il ne pouvait pas venir car elle serait absente, mais il est quand même venu peu après. Parlant assez doucement, elle a dit aux policiers qu'ils étaient restés dans l'appartement à boire pendant un certain temps. Et au bout d'un moment, elle lui avait dit en plaisantant qu'elle allait mettre fin à leur relation. Elle a ajouté que M. Colstade lui avait dit en avoir fini avec elle et commencé à mettre son manteau. Elle a dit que lorsqu'elle a compris qu'il était sérieux, son esprit s'est embrouillé et elle a saisi le pistolet et lui a tiré dessus. Maintenant, quelque peu émue, elle a ensuite déclaré que ne sachant pas quoi faire, elle a mis le disque sur le phonographe parce qu'elle était nerveuse. Les policiers l'ont alors regardée et lui ont demandé ce qu'elle avait fait ensuite. Elle a expliqué que pendant que la musique jouait, elle s'inquiétait de la réaction de son mari. Quand il est rentré et a trouvé un homme mort, elle a été anxieuse plusieurs heures. Elle l'a appelé au garage où il travaillait pour dire qu'un homme avait tenté de l'agresser. Après cet aveu, Madame Belaranan a été accusée de meurtre. Dès le début, la presse a transformé l'affaire en scandale, mentionnant à peine M. Harry Colstade, la victime. Les journaux ont surtout souligné le sang-froid de Beulah après son arrestation, souvent en lien avec la gravité du crime. Son apparence, ses cheveux, ses vêtements et sa jeunesse étaient publiés en même temps que les faits. Un signe précoce que l'affaire serait suivie autant pour ses personnalités que pour ses preuves. Monsieur Anand, brièvement détenu, a suscité peu d'attention, la presse se concentrant surtout sur sa femme. Le médecin légiste a confirmé que M. Colstade était mort presque instantanément, une balle ayant traversé son cœur. Les journaux ont rapporté que les voisins auraient pu entendre le coup de feu. Beulah a mis un disque de jazz intitulé Oulalou, et certains disent qu'elle l'a écouté en boucle en dansant dans l'appartement. Harry mourait, perdant son sang dans la chambre. Après l'enquête du coroner, Beulah a comparu devant le grand jury pour meurtre. Alors que l'affaire approchait du procès, la presse couvrait tous les aspects du crime. Monsieur John Sheriff, père de Beulah et fermier du Kentucky, a été interviewé par la presse. Il a refusé d'aider financièrement sa fille, malgré les demandes répétées de ses 2 épouses. Il a déclaré aux journalistes que ce n'était pas la première fois qu'il était réveillé la nuit par des problèmes de sa fille. Il était écrit qu'il avait dit que, dès son plus jeune âge, il avait voulu une vie insouciante et qu'elle avait réussi à l'obtenir. Ainsi, il ne voyait pas pourquoi lui et sa femme devraient finir dans la misère pour payer ses erreurs. Il aurait dit aux journalistes que sa fille n'était pas assez laide pour être pendue pour ce crime. Le mari de Béoula, Albert, a tout fait pour aider sa femme et a essayé de récolter de l'argent en vendant beaucoup de leurs biens, y compris leurs meubles. Malgré son infidélité, il lui est resté fidèle et a publiquement affirmé sa conviction en son innocence. Le procès a commencé en mai 1924, mais la sélection du jury a pris du temps car l'accusation a demandé à chaque membre du jury s'il pensait que le joli visage de l'accusé influencerait leur décision. Après la sélection du jury, le juge Lindsay est entré dans la salle d'audience pour débuter la procédure. Quand il l'a fait, la femme, déjà surnommée la plus belle accusée de meurtre de Chicago, s'est levée et, lorsqu'on lui a demandé comment elle plaidait, elle a répondu « non coupable ». L'accusation a affirmé que Harry Colstade avait été tué dans l'appartement de Beulah Anand, abattu plusieurs fois dans le dos. Ils ont alors désigné Beulah et ont déclaré qu'il avait été assassiné par elle. Cependant, l'accusation a précisé que, même en poursuivant une condamnation pour meurtre, elle ne réclamait pas la peine de mort, mais une peine de 14 ans à la perpétuité. Beulah était défendue par William Scott Stewart et W.W. O'Brien, 2 avocats réputés de Chicago, célèbres pour représenter des criminels locaux. Leur engagement a été coûteux. Monsieur Albert Anand aurait dépensé toutes ses économies et s'endetté pour leur service. Leur stratégie était basée sur la légitime défense.
Ils ont affirmé que lors d'une dispute alcoolisée, Beulah et Harry ont saisi l'arme ensemble, mais Beulah l'a prise la première et a tiré. Ils ont souligné qu'elle avait dû être terrifiée, surtout qu'il avait déjà été en prison après un incident avec une autre femme. Peu avant le procès, Beulah s'était plainte de malaise et avait déclaré être enceinte. On avait proposé de reporter la procédure, mais elle avait tenu à ce que le procès se tienne. Au tribunal, elle semblait plus une écolière insouciante qu'une jeune femme jugée pour sa vie. Ses cheveux étaient fraîchement coiffés, et elle souriait aux avocats et au personnel du tribunal. Sa mère, Madame Marie Neal, était assise au premier rang de la galerie, vêtue de noir, pleurant dans son mouchoir durant toute l'audience. À côté d'elle se trouvait le mari de Belay, Albert. Il tournait nerveusement sa casquette, les yeux toujours fixés sur sa femme. Chaque geste que Beulah faisait était scruté. Des croquis d'audience et des résumés quotidiens remplissaient les journaux, et les journalistes enregistraient toutes ces expressions. L'accusation a tenté d'écarter l'attention sur l'apparence de Beulah en se concentrant sur les faits du 3 avril avec une précision méthodique. Ils ont présenté les incohérences dans ses déclarations, la séquence des coups de feu et les preuves matérielles qui défiaient toute explication simple. Quand Beulah prit la parole, la salle retint son souffle. Sa robe en serge bleu marine soulignait sa jeunesse. Face à la salle bondée, son avocat demanda « Avez-vous tiré sur cet homme ?» Elle répondit « Oui, il allait me tirer dessus. » Sa défense était simple, Beulah avait tiré par peur pour sa vie. La fusillade était de la légitime défense, tout simplement. Beulah a ensuite décrit l'après-midi, expliquant au jury que M. Kolstad avait bu et qu'elle lui avait demandé à plusieurs reprises de partir. Il a refusé et a insisté pour qu'elle prenne un verre avec lui. Elle a dit l'avoir prévenu du retour possible de son mari, mais il refusait de partir. La tension montait pendant que Beulah relatait la proposition de Harry d'aller dans la chambre, mais elle a refusé, expliquant qu'elle était en mauvaise santé. Elle a brièvement regardé son avocat avant de dire qu'il l'a ignorée et qu'elle a commencé à avoir peur. Le tribunal était resté silencieux tout au long de son témoignage, comme si non seulement chaque mot, mais aussi chaque mouvement avait été scruté. Après que l'accusation et la défense eurent présenté leur plaidoirie finale, le juge a résumé l'affaire et le jury a été envoyé pour délibérer. Après seulement 2 heures de délibération, ils ont déclaré l'accusée, Madame Beulah Anand, non coupable. Suite à cela, la salle d'audience a éclaté et Beulah a pleuré de soulagement. Elle a ensuite posé pour des photos avec son avocat et son mari. Les journaux ont relaté l'acquittement avec admiration et scepticisme, insinuant que sa beauté et son charme avaient autant influencé le jury que les preuves. En détention, Beulah reçut de nombreuses lettres de demande en mariage. En quittant la salle d'audience avec son mari, il semblait que leur vie conjugale pouvait reprendre et qu'elle pouvait tourner la page sur ce chapitre à Chicago. Cependant, ce n'est pas ce qui s'est passé. Bien qu'elle se soit présentée comme une épouse aimante, le lendemain, assise dans un bureau de journal, elle déclara calmement avoir quitté Albert, le jugeant trop inférieur, et affirma qu'elle en avait fini avec les hommes et ne se remarierait jamais. Le couple divorce en 1926. Le bébé qu'elle prétendait attendre n'est jamais arrivé, et beaucoup ont vu cette déclaration comme une tentative de susciter la sympathie. Avant le procès, à l'époque, cela avait été rapporté sans remise en question, mais maintenant, sachant que ce n'était pas vrai, cela faisait partie d'une discussion plus large sur la façon dont la défense avait présenté l'affaire au public. Pendant un certain temps, Beulah est restée une figure de fascination, bien que sa notoriété se soit progressivement estompée, malgré le fait qu'elle ait affirmé en avoir fini avec les hommes. En 1927, elle a épousé l'ancien boxeur Edward Harlib, mais peu après, une femme a affirmé être encore légalement mariée avec lui. Quelques mois plus tard, Beulah a divorcé d'Edward pour cruauté. Elle s'est ensuite fiancée à M. Amarcus, mais ses années à Chicago, la médiatisation et le stress du procès l'avaient marquée. Beulah est tombée malade, le couple n'a pas pu se marier. En 1928, 4 ans après son acquittement sensationnel, il a été confirmé que Beulah souffrait de la tuberculose et elle s'est fait admettre au sanatorium Chicago Fresh Air sous le nom de Dorothy Stevens, un effort délibéré pour échapper à l'attention suscitée par sa notoriété passée. À seulement 28 ans, sa vie était déjà marquée par la tragédie et l'attention du public. Elle est décédée en mars cette année-là, puis son corps a été rapatrié au Kentucky pour y être enterré. Elle a été inhumée au cimetière presbytérien de Mount Pleasant, comté de Davis.
curieusement, la pierre tombale indique une mauvaise année de décès, la mentionnant comme le 10 mars 1927, soit presque un an avant la véritable date. Cette incohérence ajoute un mystère à la vie de cette femme autrefois admirée par la nation. Malgré sa mort, son histoire a continué. Après les observations de Maureen Dallas Watkins, journaliste du Chicago Tribune ayant couvert l'affaire de Beulah et d'autres affaires féminines célèbres à Chicago. À l'époque, on a vu combien le système judiciaire et le public étaient influencés par la beauté et le jeu théâtral d'une accusée. Elle pensait que la presse ne rapportait pas seulement les nouvelles, mais créait un spectacle faisant des criminels des célébrités. Déçue par l'ère du jazz, elle a abandonné le journalisme pour étudier théâtre et scénographie à Yale avec le professeur George Pierce Baker. Là-bas, elle a aiguisé son esprit et sa précision, transformant ses notes sur ses procès en la pièce Chicago, 1926. Une histoire à l'origine d'adaptations musicales et cinématographiques mondialement célèbres qui captivent encore le public. Bonjour à tous et merci de votre écoute. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser vos commentaires ou remarques et j'espère vous retrouver tous lors de la prochaine affaire.